Bienvenue tout le monde à la session d'ouverture de notre conférence et ça s'appelle Nouvelles avancées dans le traitement de la CCR. Alors pour la session, nous avons assemblé un groupe de professionnels médicaux, de chercheurs, de patients pour partager avec vous les avancements dans les traitements pour le cancer colorectal. Je vais faire une introduction pour tous les panélistes qui vont parler aujourd'hui et ensuite on va commencer avec la conversation. Alors en premier, j'aimerais ça vous présenter Dan Wadsworth qui a reçu un diagnostic de cancer de côlon de stade 4 à l'âge de 40 ans. Il a subi de nombreuses chirurgies, chimio, radiothérapie et ablation au cours des 3 dernières années. Il est actuellement en pause et continue d'être surveillé de près. Alors, Dr. Jennifer Spratlin est professeure agréée au département d'oncologie de l'Université de l'Alberta et oncologue médicale au Cross Cancer Institute de l'Alberta Health Services. Dr. Spratlin est également directrice de la chaire de recherche de l'ICC et chef de file en bien-être des médecins. Dr. Brandon Sheffield est pathologiste au système de santé William Ulster à Brampton en Ontario. Il occupe actuellement le poste de directeur médical des diagnostics avancés et est responsable de la recherche. Le Dr. Sheffield est surtout concentré sur les résultats de biomarqueurs pour soutenir le traitement personnalisé du cancer, en mettant particulièrement l'accent sur la mise à disposition de ces technologies aux patients atteints de cancer dans la communauté. On va entendre plus de ça dans le panel aujourd'hui. Dr. Scott Berry est oncologue médical, professeur et chef du département d'oncologie de l'Université Queen's. Il est directeur médical au Centre de cancer du sud-est de l'Ontario au Kingston Health Sciences Centre. Le Dr. Berry participe activement à la recherche clinique sur le cancer gastro-intestinal et est chercheur principal pour l'essai sur le cancer rectal du groupe canadien d'essais sur le cancer CO31. Le Dr. Berry aime l'enseignement et a remporté plusieurs prix d'enseignement. Dr. T. Vong est directrice du service de radio-oncologie au Siegel Cancer Center à l'Hôpital général juif de Montréal. Elle est actuellement professeure au département d'oncologie de l'Université McGill et coprésidente, co-chaire de la radio-oncologie de McGill au même établissement. Dr. Vuong est reconnu à l'échelle internationale, en particulier pour son expertise dans le traitement et la recherche du cancer rectal. Dr. Carole Richard est une chirurgienne colorectale expérimentée, pratiquant à l'hôpital universitaire de l'Université de Montréal, où elle dirige le département des maladies digestives et dirige l'équipe d'oncologie colorectale. Son principal objectif clinique est le cancer rectal et les MII complexes. Le Dr. Richard est également professeur agréé au département de chirurgie de l'Université de Montréal et elle est chercheur translationnel. Alors Dan, est-ce qu'on peut commencer avec toi, s'il te plaît? Peux-tu partager ton histoire? Oui, comme mentionné, j'ai été diagnostiqué en 2019, été 2019, à l'âge de 40 ans. Pas vraiment des symptômes, mais je pense que j'ai été à l'hôpital 6 fois dans ma vie, une fois quand je suis né et 5 fois pour mes enfants chaque fois. Alors, quand même en santé, actif, des choses comme ça. Il y a rien qui ressortait. Je suis allé à cause de crampes abdominales, inconfort. Et en fait, j'étais pas diagnostiqué officiellement, mais ils ont vu le cancer aux urgences avec le CT. Euh, Ensuite, j'ai commencé la chimio immédiatement en janvier, le 3 ou 4 janvier, à Barrie. J'ai fait 6 mois de chimiothérapie là, Folfox avec Glavastin, euh, qui a commencé à peu près à la moitié. Chirurgie a été, je suis sûr que les médecins vont vous en parler. Ça a été discuté au Tumor Board à la réunion en cancérologie. C'était pas sûr à l'époque. J'ai eu une très bonne réponse à la chimiothérapie, heureusement. Alors, la chirurgie a pu être faite pour mon côlon aussi. La chirurgie dans le foie a été en août 2020. Ça a été un succès, heureusement.
euh, des marges claires. Je pense qu'ils appellent ça des marges négatives. C'est une bonne chose. Et la tumeur sur mon côlon, c'est jamais très clair. Le chirurgien pouvait pas trouver la tumeur dans mon côlon. Elle a été un peu perplexe. Alors, on a fait une autre colonoscopie. Je pense que c'était en octobre cette année-là. Et elle a trouvé que la tumeur du côlon, même si initialement on pensait que c'était à droite, en fait, elle était à gauche. Alors, peut-être les médecins vont parler de ça. Alors, elle était côté gauche. Et là, ils ont trouvé ce qu'on avait. Et là, on a eu une réponse complète dans la tumeur primaire. En fait, tout ce qui restait, c'était des tissus cicatriciels. Et en fait, c'est moi la chirurgienne ici et je me demandais, est-ce que vous avez eu une colonoscopie au début? Non, pas au début. Alors, ça, c'est venu avant les traitements, oui, avant que les traitements commencent, pas à l'urgence. J'ai eu, bon, l'échographie, les prises de sang et ma première colonoscopie, docteur. Oui, parce que le pathologiste et les gens d'Onco vont être d'accord. Une des premières choses qu'on fait, c'est la colonoscopie et ce que l'oncologue, ce qu'on veut, c'est la biopsie. Et souvent, en tant de chirurgien, on disait avant, on dit plus ça maintenant, mais c'est un cancer, c'est clair, on n'a pas vraiment besoin de la biopsie, mais aujourd'hui, on en a besoin. Alors, c'est pas commun que vous ayez eu une colonoscopie puis qu'on vous a dit que c'était côlon droit et ils ont fait une biopsie du côlon droit et finalement, après le traitement, ils vous ont dit que c'était un sigmoïde, un cancer sigmoïde. Oui, correct. Et je suis pas 100% sûr des spécifiques, comment c'est arrivé, mais essentiellement, oui, il y a eu une biopsie qui a confirmé un MSS et j'ai pas des mutations à part un petit pourcentage. Mais oui. Oui, alors, juste pour le savoir de base, alors généralement, on commence avec la colonoscopie parce qu'on veut localiser la maladie dans le côlon, que ce soit des métastases ou non. Et généralement, on est pas mal bon à déterminer la location où se trouve la tumeur. Et même aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de l'encre d'Inde où il y a la tumeur. Parce qu'on sait maintenant avec les fabuleux traitements de chimio que c'est pas inconnu d'avoir un rapetissement que si on va dans la chirurgie, on sera pas capable de voir la tumeur. Alors ton cas est très pas commun et à cause de où c'était et qu'ils avaient pas mis de l'encre pour voir où c'était. Et c'était juste mon commentaire parce que c'est en fait pas très commun. Oui, absolument. Et je pense que est-ce qu'ils appellent ça un tatouage? C'est ça qu'ils font un tatouage? Alors, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Alors, dans la colonoscopie, la personne qui a fait un colonoscopie de suivi dit qu'il avait vu le tatouage dans le sigmoïde où il y avait le tissu cicatriciel. Alors, il a dit qu'il était content d'avoir trouvé le tatouage là parce que c'était une autre tumeur primaire. Mais oui. Mais il y a eu une confusion de comment c'est arrivé. C'était un autre médecin. Alors, mais oui, heureusement, c'est venu avec des bonnes nouvelles. Le fait que j'avais eu une réponse complète. Et une chose pour les patients, c'est qu'avec la chimiothérapie, je pense qu'il y a personne qui est heureux d'avoir de la chimio, mais avec un peu de recul, ça a été tellement une grosse partie de pourquoi j'ai eu de la chirurgie, puis après que ma tumeur primaire a disparu après la chimio, donc ça valait la peine. Et ensuite, la colonoscopie qui était en octobre 2020,
Euh, j'ai eu des petits nodules dans mes poumons, puis on a décidé de faire un watch and wait, donc attendre et observer, parce qu'ils n'étaient pas sûrs si c'était lié au cancer. Alors, en fait, j'ai eu 9 mois sans chimiothérapie et juste un petit peu de croissance, mais assez pour que l'oncologue suggère que ce serait un bon moment de retourner à la chimio. Euh, et ensuite, juste réévaluer. Et j'ai fait 6 mois de plus de chimio entre avril 2021 et décembre 2021. Oh, et mettre une ablation là-dessus en mars 2021 pour un morceau qui a été manqué dans ma chirurgie hépatique. Je pense que c'était là pendant l'imagerie, mais ils l'ont juste manqué quand ils sont revenus à la résonance magnétique. Donc, ils l'ont vu. Ils savaient que c'était pas nouveau, que c'était pas une récurrence. Alors maintenant, je suis plus sur la chimio depuis décembre 2021, donc ça fait 6 mois et je suis stable. Euh, Observé très proche par mon équipe, naturellement. Les scans à tous les 2 mois, régulièrement. Et c'est ça, on commence là. Anne-Marie. Alors, merci beaucoup, Dan, d'avoir partagé ton histoire. Et juste comme tu disais, tu as parlé de certaines choses, certains avancements qu'on veut discuter aujourd'hui pendant le panel. Des choses comme le droit, le gauche. Et Docteur Richard, je pense que vous avez déjà parlé de la valeur d'une approche multidisciplinaire. Alors, je veux juste faire le pont à Dr. Spratlin qui va juste partager un peu à propos de l'immunothérapie et spécifiquement les avancements avec le profilage moléculaire. Oui, bonjour. Très heureuse d'être ici, d'aider avec la discussion. Puis je veux juste mentionner que l'histoire de Dan parle du fait que beaucoup de patients nous arrivent avec des histoires très nuancées et sont tous des parcours aux soins médicaux. Alors, c'est très important pour nous de reconnaître ça et de garder ça en tête quand on voit les patients pendant que nos traitements deviennent plus personnalisés avec l'habilité d'utiliser du profilage moléculaire pour déterminer certaines des options. Alors, normalement, je commence en disant à mes patients, en leur disant que oui, dans l'avancée, on a 3 groupes de traitement. Alors, la vraie chimio, qui passe à travers le corps et qui tue le cancer et les cellules d'où viennent les effets secondaires. Il y a les biologiques qui sont juste utiles dans certains cas où soit il y a une mutation ou pas de mutation dans un parcours moléculaire qu'on va discuter plus tard. Et maintenant, on a aussi l'habilité d'utiliser l'immuno-oncologie, certains agents dans un type de cancer colorectal. Alors, Dan a mentionné qu'il était MSS, alors stable, microsatellite stable. Alors, il ne serait pas un candidat pour le nouveau traitement qui est disponible pour le cancer avancé métastatique. Mais on a un traitement qui s'appelle le pembrolizumab, qui est un agent d'immuno-oncologie qu'on peut utiliser dans le MSSO aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs degrés de combien de patients peuvent avoir ces traitements-là. Alors, le nombre de patients avec MSSO, c'est probablement entre 5 et 12%. Euh, on sait que dans une étude qui a montré, en fait, l'étude qui a regardé les patients de stade 4 avec un cancer colorectal métastatique qui n'avait pas encore été traité avec aucun traitement, qui vont encore bien et où on peut voir des petits bouts de cancer si on les sépare entre la chimio standard, ce qui est le traditionnel, versus l'immuno-oncologie qui s'appelle le pembrolizumab. En fait, ils font beaucoup mieux juste avec l'immuno-oncologie euh, dès le départ. Alors ça, c'est très excitant. Et la mise à jour la plus récente était en avril cette année.
Alors, au Canada, on a eu accès à travers des programmes d'accès spéciaux depuis un petit bout de temps. Et en Alberta, on a accès maintenant sous le formulaire du provincial. Alors, ce qui est fantastique. Puis c'est juste important de dire que c'est une petite minorité de patients qui seraient des candidats pour ça. Oui, ces patients sont souvent ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Et dans notre institut, on teste pour le MSI euh, depuis à peu près 15 ans. Et comme vous dites, on a à peu près 8%. Alors oui, c'est un petit pourcentage de patients, mais je pense que c'est nécessaire pour eux d'être identifiés parce que vraiment, c'est vraiment un changement d'attitude pour le traitement. Je pense que c'est un gros changement d'attitude et de perspective. La chimio peut avoir des effets secondaires très significatifs et les agents d'immuno ont aussi des effets secondaires et certains sont pas les meilleurs, mais c'est très différent de la chimiothérapie. Et souvent, les gens qui ont ça versus la chimio ont moins d'effets secondaires. Alors ça, c'est quelque chose à prendre en considération aussi. Oui, je pense que ça, c'est un point très important. Je pense qu'une des choses fantastiques à propos de l'immuno-oncologie, c'est que c'est pas juste que les gens vivent plus vieux, ils ont aussi une meilleure qualité de vie, puis ça les aide à vivre mieux. Alors, je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Certains des médicaments que moi je vais discuter plus tard, ça ralentit le déclin de la qualité de vie, mais améliorer la qualité de vie, je pense, c'est quelque chose qui est très important pour les patients. Puis je pense que Dan peut commenter. C'est quelque chose qu'on essaye et on veut toujours pouvoir donner aux patients. Peut-être qu'on veut une cure, c'est sûr, mais si on peut pas, on veut étendre et ajouter à leur vie en protégeant la qualité de vie. Anne-Marie, oui, Dr. Sheffield, je vais vous demander de nous donner quelques mots sur le profilage moléculaire et certains avancements dans cet espace-là. Oui, absolument. Alors, merci tout le monde de m'avoir invité et merci Dan d'avoir partagé ton histoire. Alors, moi, je suis un pathologiste, un spécialiste de laboratoire. Puis beaucoup des patients qui vont être ici aujourd'hui vont avoir rencontré un oncologiste, un radiologiste, un chirurgien, mais très peu de patients ont rencontré le pathologiste. Et il y a beaucoup de mystères sur ce qu'on fait derrière les rideaux. Et juste à entendre l'histoire de Dan, traditionnellement, nous, on est responsable pour le diagnostic. Alors, quand une biopsie est prise pendant une colonoscopie, on va regarder sur un microscope comme celui derrière moi et on va dire si oui ou non une polype est maligne, prémaligne ou bénigne. Et on va diriger le patient vers la place appropriée. Alors, plus que ça, quand les gens ont des chirurgies comme une résection d'une métastase hépatique ou carrément juste on a retiré le côlon, on va confirmer le diagnostic. On va regarder aux marges pour voir si le cancer a été complètement retiré ou s'il reste encore des petits morceaux. Ou comme dans le cas de Dan, on va évaluer la réponse à la chimiothérapie et dire au chirurgien oncologue s'il y a eu une réponse, s'il reste encore de la maladie résiduelle. Et ça a été le rôle traditionnel du pathologiste. Et des fois, on s'appelle des pathologistes structurels, chirurgiens ou inaudibles. Mais récemment, on a eu une nouvelle description qui nous a un peu frappé. Puis ça, c'est les pathologistes moléculaires. Alors, ce qu'on fait là, c'est qu'on prend les petits exemples de tumeurs qui sont pris pendant la colonoscopie ou pendant la chirurgie et on va faire des techniques comme une séquençage de l'ADN où on va regarder aux protéines ou même le RNA. Et ces techniques-là nous permettent de voir en plus grand détail et plus clairement que même on pourrait voir avec le meilleur microscope. Et en communiquant ces choses-là à nos collègues en oncologie, les choses comme MSS versus MSS instable ou oh,
on peut diriger quels seraient les meilleurs traitements pour quel patient basé sur ce qu'on trouve dans la tumeur. Alors, ça, c'est quelque chose de très excitant. C'est un changement de paradigme dans le soin de cancérologie parce que ça enlève le travail que les gens vont faire et on peut dire que MSS ou MSI va répondre à un traitement ou on peut dire que un KRAS que Dan a mentionné ou qui serait les rendrait résistants par exemple au GFR et donc là on va utiliser des médicaments comme l'Avastin. Alors en gros c'est ça qu'on fait dans la pathologie moléculaire mais aussi dans la pathologie traditionnelle qui est faite en laboratoire. Anne-Marie? Alors, pour les oncologues qui sont ici, alors combien d'entre vous ont eu de l'expérience avec le profilage moléculaire et peut-être si vous pouviez partager votre expérience, ça serait super. C'est pas mal routine. Alors, on travaille très proche avec nos collègues en chirurgie, puis en radiologie, puis aussi les pathologistes. Alors, c'est quand même assez routine maintenant d'avoir au moins une base dans le profilage moléculaire. Et comme Sheffield a dit, le statut MSI, les RAS que je vais discuter aussi, puis les RAF que je vais discuter plus tard. Il y en a d'autres aussi. Alors, je pense que quand moi, j'ai commencé à traiter le cancer du côlon il y a 25 ans, c'est il y a quand même assez longtemps. Premièrement, on n'avait pas beaucoup à offrir. On avait une chimiothérapie, ça marchait pas très bien. On avait une survie d'à peu près un an, un peu moins. Mais on traitait tous les patients de la même façon. Puis c'est clair maintenant qu'il y a différentes sortes de cancers du côlon qui ont des caractéristiques biologiques et des tests qu'on peut faire. Et c'est très important pour nous de savoir le type de cancer du côlon que quelqu'un comme Dan a pour s'assurer qu'on offre le meilleur traitement disponible. Alors, on l'utilise en routine maintenant dans la clinique. Je rajouterais aussi que notre connaissance sur les mutations ont augmenté, mais les options de traitement ont augmenté aussi, et la survie et le temps que les patients vivent a aussi augmenté. Alors, faut pas manquer le fait que ça va main dans la main. Alors, le plus on apprend à propos des types de cancers colorectaux, le plus on peut parler à nos patients, quelle sorte eux ils ont, et c'est quoi le meilleur traitement pour eux. Et souvent, le résultat de ça, ça veut dire qu'ils vivent plus longtemps. Et aussi, il y a un autre impact, c'est que quand les patients sont testés pour ces différentes caractéristiques-là, certains d'entre eux vont montrer qu'il y a une composante familiale. Puis ça fait une grosse différence pour la recommandation de suivi pour les frères et sœurs, pour les parents, les enfants, pour le patient qui a été identifié avec certaines caractéristiques. Et cliniquement, hein, ça fait une grosse différence et c'est important que ce savoir-là soit utilisé pour les patients et pour les recommandations de suivi. Pardon, allez-y. Je voulais juste dire que pour nous, dans le laboratoire, vu qu'on est retiré un peu, c'est très important de garder une bonne communication avec nos collègues en oncologie et en chirurgie. Comme vous avez entendu, beaucoup de ces mises à jour arrivent en temps réel. Alors, on entend de nouveaux médicaments qui viennent de cette année et des données qui sortent en 2022. Alors, on veut s'assurer que le laboratoire qui sert les cliniciens, les patients, est gardé à jour. Alors, même si on fait du testage moléculaire depuis des années, la nature exacte et l'utilisation de ce test-là évolue continuellement. Alors, on commençait avec le MSI pour le syndrome de Lynch, mais maintenant, on a transitionné ça en biomarqueur pour les thérapies aussi. Et avant, on testait juste le KRAS et le BRAF
Ça, c'est deux gènes dans le cancer du côlon. On peut tester sur les tests singuliers. Maintenant, on a des marqueurs comme le HCR2, le NTRK et aussi d'autres cibles moléculaires qui veut dire qu'on peut utiliser le profilage compréhensif ou complet où on séquence 50 gènes en même temps pour tous nos patients qui ont un cancer du côlon. Alors, le processus est très évolutif et les changements, et ils changent au moins quelques fois par année, surtout dans les dernières années. Anne-Marie, Dan, j'étais curieux de comprendre si toi, tu étais au courant de certains de ces tests-là, de ces profils-là, si ça a été utilisé dans ton soin, définir ton traitement. J'aime beaucoup le point que l'information a un bénéfice pour ta famille. Alors, est-ce que tu as eu tout ça, toi? Oui, alors, j'ai pas compris à l'époque ce que je comprends aujourd'hui, mais je me rappelle que mon oncologiste a passé à travers les rapports de pathologie avec moi et a parlé des différents tests et le fait que c'était héréditaire, que c'était un cancer héréditaire et qu'on peut l'éliminer à travers le génétique et le pathologie. Oui. Anne-Marie, oui, est-ce que ta famille était incluse dans la conversation? Oui, ma femme, beaucoup, beaucoup. Intéressant, merci. Alors, Dr. Barry, est-ce qu'on peut tourner à vous, puis juste pour continuer la conversation? Oui, alors merci. Et merci de m'avoir invité. C'est une belle discussion. Et merci à Dan d'avoir partagé son histoire. Alors, je pense que j'aimerais parler un peu. Tu sais, on utilise beaucoup de termes là, ici aujourd'hui, puis je pense que Dr. Spratlin, sa classification des types de thérapie, chimiothérapie, et ça, on en avait juste un quand moi j'ai commencé, puis maintenant on en a trois traitements qu'on peut utiliser. Mais il y a eu beaucoup d'avancements dans les traitements biologiques. Et ça, vraiment, ça vient à cause d'une meilleure compréhension de la biologie du cancer et du cancer du côlon. Alors, je pense que une des plus grosses avancées, c'était quelques Xitoxumab et Pembrolizumab. Ce sont des anticorps qui, qui prennent la croissance épidermoïde en charge. C'est comme une clé qui rentre dans une serrure et qui allume des parcours biologiques pour qu'ils aillent plus vite. Alors, ces anticorps-là peuvent neutraliser, dans ce cas-ci, les récepteurs. Et en fait, on peut éteindre ces parcours biologiques qui produisent le cancer et ralentissent le cancer. C'est devenu clair que les drogues étaient efficaces et en fait, c'était les premiers essais qui ont montré que c'était efficace. En fait, ça a été fait au Canada par le groupe d'essais en cancer. Puis je suis sûr que Dr. Spratlin était impliqué, puis moi aussi. Alors ça, c'est vraiment des soins avancés. Puis les premières thérapies qu'on a vues en cancer du côlon, puis ça, c'est pour des gens qui avaient déjà reçu plein de sortes de traitements, puis qui n'avaient plus beaucoup d'options disponibles. Et on sait maintenant que ça fonctionne avec la chimiothérapie comme un traitement initial avec le cancer du côlon et sont très efficaces. Dans un gros essai, on l'a comparé à d'autres standards, puis il montre que ça aide les gens à vivre plus longtemps. Alors, certaines choses qui ont aidé notre compréhension, c'est qu'on a trouvé que un des biomarqueurs que le docteur Sheffield a mentionné, le RAS, la protéine RAS, vient normale ou elle peut être mutée ou sauvage. Puis on a découvert que les drogues fonctionnent seulement dans les gens qui ont un type sauvage. S'ils sont trop mutés, les drogues fonctionnent pas. Alors c'est très important de savoir que les protéines, et puis c'est juste une protéine dans le parcours de croissance épidermoïde. Puis c'est très important, à peu près la moitié des gens ont un cancer muté et l'autre moitié sont de type sauvage. Alors à peu près la moitié sont éligibles pour le statut RAS.
Alors, c'est très important pour nous de le savoir, puis le plus rapidement possible pour le traitement, parce qu'on a des bons traitements de première ligne. Alors, l'autre chose qu'on a appris dans les dernières années, c'est en fait, c'est le côté de la tumeur est très important. Puis si on regarde à beaucoup d'essais cliniques qui ont été faits avec ces agents-là, pour les gens qui avaient un cancer de gauche, c'est à peu près 2 tiers, et le cancer de gauche ont généralement un meilleur prognostic, et ils allaient beaucoup mieux avec ces drogues-là. Puis les gens qui avaient ces drogues-là versus juste la standard, c'était 7 à 10 mois de plus en moyenne, qui, en fait, c'est une grosse avancée, ça. Alors, les gens qui avaient un cancer de droit, qui est à peu près 1 tiers, qui avec un mauvais prognostic, ne répondaient pas à ces agents-là. Alors maintenant, on regarde le RAS, le côté, quand on prend ces décisions-là. Et pour longtemps, on avait des bons traitements pour le RAS normal ou RAS type sauvage, mais on n'avait pas des bons traitements pour les RAS mutés. Et même si on n'a pas d'essais randomisés avec les nouvelles thérapies, il y a certaines nouvelles thérapies, en fait, qui ciblent un sous-groupe de races mutées qui sont prometteuses quand ils sont donnés avec cetuximab ou pembrolizumab. Et on espère qu'il va y avoir d'autres essais qui vont montrer des effets. Et le parcours qui est aussi important pour, pour que les GFR fonctionnent. Alors, la première protéine, c'est RAS. Ensuite, c'est le RAF. Et on sait qu'il y a des... Alors, le C600B, on sait répondrait à l'incorafenib dans le modèle IGFR. Et ça, c'est devenu un c'est devenu un traitement standard. Ça améliore la survie avec les BRAF qui sont spécifiques, le B600E. Et en ce moment, à travers le monde, il y a des essais qui regardent ça en première ligne. Et en fait, même si c'est une thérapie très efficace, seulement 10% des gens avec le cancer du côlon ont la mutation et ont ça comme option. Alors ça, c'est frustrant, mais on a ça comme option. Alors, Dr. Sheffield a mentionné NTRK, qui c'est une protéine qui peut être altérée puis qui peut stimuler la croissance du cancer. Et ça arrive seulement dans moins de 2% des cancers du côlon. C'est peut-être même plus rare, mais on sait que les MSI-O, ceux que Dr. Spratlin parlait, qui répondent très bien à l'immunothérapie, c'est peut-être 4%, mais quand même, c'est quelque chose de quand même très rare. Puis il y en a un, c'est l'iventrectinib et un autre qui montre que ça rapetisse les tumeurs et ça a été payé pour les patients qui avaient un cancer du côlon, n'importe quel cancer en fait, qui avait une altération NTRK. Et finalement, Dr. Sheffield a parlé, c'est le récepteur 2 qu'on sait qui est important dans le cancer du sein. Mais maintenant, on sait qu'à peu près 2 à 6% des patients avec un cancer colorectal ont cette protéine-là qui est surexprimée et ils répondent à certains des drogues qu'on utilise pour le cancer du sein avec cette surexpression. Puis en fait, les gens qui ont un RAS ou RAF qui sont type sauvage ou normal, c'est à peu près 18%. Et il y a des nouveaux médicaments, trastuzumab, par exemple, qui agissent sur ça. Et c'est souvent utilisé en cancer du sein et peut être réactif pour le cancer colorectal aussi. Encore une fois, très rare. Des fois, c'est des petits essais, pas les gros essais randomisés. Mais je pense que chaque patient, on veut savoir leur race, on veut leur statut, leur MSI, parce qu'on sait qu'on a des bons traitements qui peuvent améliorer leur suivi et souvent la qualité de vie aussi. Le NTRK, je pense, on a des thérapies actives pour ça. Je pense que le HER2 est moins commun, moins courant, mais pour les gens qui ont un test complet
et qu'on trouve que ça surexprime le HER. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais on n'a pas des gros essais randomisés pour ces agents-là, par contre. Alors, et donc, ils ne sont pas couverts au Canada. Alors, c'est plus difficile, naturellement. Alors, je pense que, en gros, plus de compréhension de la biologie du cancer colorectal dans les dernières 25 ans s'est traduit en vraie thérapie ciblée qui exploite ces différences en biologie. Et c'est très important pour les patients à savoir c'est quoi le type de cancer du côlon qu'ils ont, quel côté, c'est quoi les altérations qu'ils ont dans leur cancer. Alors comme ça, ils peuvent savoir quel traitement est meilleur pour eux. Anne-Marie, merci beaucoup. Je pense que vous venez de montrer c'est quoi le pouvoir de la médecine de précision d'un point de vue. Tu sais, des fois on utilise ça, mais alors ce concept de traitements qui sont très individualisés, basés sur qui on est et notre composition, si je peux utiliser ce terme-là. Alors l'avancement de la science pour ça, pour l'approche ciblée, même super ciblée, continue d'avancer jour par jour. Est-ce que, en fait, ce que je dis est vrai? Oui, oui, c'est très vrai. Anne-Marie. Dan, est-ce que tu peux partager ton expérience sur comme passer à travers l'analyse qui est arrivée à ton traitement ou qui a abouti à ton traitement? Tu sais, il y a 25 ans, c'était un traitement et aujourd'hui, ce concept de médecine personnalisée. Alors, comment est-ce que ça s'est rentré dans ton parcours? C'était quoi l'analyse qui a été faite? Et c'était quoi ton expérience? Oui, initialement, il y avait la pathologie qui a été faite suivant la colonoscopie. J'ai eu plusieurs discussions avec l'oncologue au sujet des résultats et exactement ça. Ils ont testé pour le RAS et le RAF et je pense qu'il y en avait un autre là-dedans, mais exactement ça. Donc, les recommandations à l'époque étaient ça. Donc, un médicament basé ou le Folfox basé sur les résultats que j'avais eus. Et ensuite, on a discuté les effets secondaires, les bienfaits, les désavantages. Anne-Marie, fantastique. Alors, Dr. Wong, je voulais faire le pont vers vous et peut-être parler du concept de attendre et observer. Alors, qu'on pourrait percevoir comme étant un peu contre-intuitif, mais peut-être expliquer ce que ça veut dire et c'est quoi les bienfaits de ça. Ça serait super. Alors, oui, merci d'avoir posé la question. Alors, d'abord, je veux clarifier. J'étais l'ancienne directrice du collège. Alors, je pense que en cancer colorectal, on rentre dans une nouvelle ère très excitante euh, dans le traitement de cancer colorectal. Alors, dans la partie pelvienne, le rectum est toujours, et le docteur Richard peut parler de ça, c'est toujours associé à une chirurgie qui a tellement un plus gros impact fonctionnel et sur la qualité de vie. Alors, et le plus le temps avance et le plus la technologie de radiologie et et les ordinateurs, la science, on a été capable de traiter de façon très précise les tumeurs. Alors, initialement, la radiation était utilisée en plus de la chirurgie ou avant la chirurgie pour rendre la résection plus curative et plus efficace. Et ensuite, on a réalisé que dans une certaine proportion de patients, il n'y avait pas de tumeur qui était trouvée dans le spécimen chirurgical, ce qui nous a donné l'impression que c'est pas tout le monde qui a besoin d'une chirurgie dans leur traitement. Alors, ça, c'est arrivé, ça fait en fait 30 ans ou plus, au Brésil,
où un chirurgien colorectal, elle a donné son nom, je n'ai pas entendu, où elle a observé que des patients qui étaient traités avec la radiation pré-chirurgicale, on pouvait juste faire un watch and wait, donc attendre et observer. Et il n'y a pas de raison de faire la chirurgie pour ces patients-là. Et le résultat de cette observation-là, il y a un bienfait significatif dans la qualité de vie pour les patients. Alors c'est pourquoi le programme a été initié, ça s'appelle Watch and Wait, attendre et observer. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie qui est maintenant euh, disponible sur le marché, on a beaucoup de protocoles, soit utilisant la radiation, la chimio, les deux, la chimio à haute dose, et récemment avec l'introduction de la thérapie qui est en fait une définition très précise du tumeur et de la traitement. On offre aux patients un protocole, la possibilité, surtout si la tumeur euh, implique un gros impact sur la qualité de vie, comme une colostomie permanente. Alors, on préfère observer au lieu d'avoir une chirurgie immédiate, et la chirurgie est réservée seulement si la tumeur ne disparaît pas ou si elle réapparaît après avoir disparu. Alors, ça, c'est de la nouvelle recherche qu'on fait, et je pense que on pense que c'est très important pour les patients d'être au courant que c'est une option possible, et je pense que c'est c'est important pour la population de savoir qu'il y a des protocoles de recherche qui peuvent aussi être offerts à eux. Oui, et comme le docteur Wang a dit, quand on a affaire au cancer colorectal, surtout bas, si un patient peut éviter la chirurgie, la qualité de vie va... Alors, le patient va avoir une bien meilleure qualité de vie, en fait. Parce que quand on doit retirer le rectum et reconnecter très, très, très bas, ça a un très gros impact pour la fonction intestinale pour les patients. Alors, habituellement, je pense que, comme Dr. Wang a dit, quand un patient a un cancer rectal, c'est très important pour qu'il sache qu'il y a des traitements avant la chirurgie qui devraient être au moins considérés pour au moins essayer de réduire la chance d'avoir la chirurgie. Pas tant pour le cancer rectal haut, mais définitivement pour le bas. Anne-Marie, j'imagine que les bienfaits émotionnels, la santé mentale de cette approche-là sont immenses. Oui, ça a changé des vies. Et il y a certaines choses avec le stress et le attendre et observer, parce que les patients doivent venir à tous les 3 mois, ils ont une colonoscopie, ensuite ils ont une résonance magnétique à tous les 3 mois. Alors, le patient doit adhérer à plusieurs tests. Alors, oui, mais la plupart des patients, quand on parle de rentrer dans un protocole, souvent les patients au début sont pas très enthousiastes, mais quand on dit, ben, écoute, tu as une chance de pas avoir une chirurgie, ça c'est vraiment, ça change la vie, là. Et même en tant que chirurgien, quand on voit un cancer du rectum bas, on dit toujours, OK, on doit maximiser le traitement pour vraiment maximiser l'efficacité du traitement. Et si on n'est pas obligé de faire la chirurgie, même si on est des chirurgiens, on connaît l'impact de nos actes. Et alors, si on peut éviter la chirurgie,
Alors, c'est définitivement un bienfait dans le cancer rectal bas. Anne-Marie, OK, pour certains types de cancer, OK. Oui, alors merci beaucoup, Dr. Vuong et Dr. Richard. Je vais vous donner les derniers moments. Cette approche multidisciplinaire qui est en fait très claire dans le panel aujourd'hui, basée sur les conversations. Alors, basée sur votre expérience, les bienfaits pour vous, puis les bienfaits pour les patients de l'approche multidisciplinaire. Oui, on est vraiment dans l'ère de l'approche multidisciplinaire et ça a été montré il y a 20 ans en Europe que quand on est dans une approche multidisciplinaire et un traitement multidisciplinaire, les résultats sont meilleurs. Alors, dans notre institut, tous les cancers rectaux sont toujours présentés. Tous les patients qui ont des métastases, qui ont un cancer colorectal métastatique sont présentés. Alors, on a parlé beaucoup des traitements, des différents modes de traitement. Et certains patients, peut-être ils ont juste besoin de la chirurgie. Alors, si on a un stade 1, stade 2, un cancer du côlon, souvent, la biopsie, l'élément de la biopsie, la pathologie vont pas changer le traitement. Alors, on va pas nécessairement discuter ça avant d'avoir pris la discussion, avant d'avoir pris la décision, pardon. Mais un cancer rectal, peu importe le stade, on devrait présenter à un tumor board multidisciplinaire. Et stade 3, 4, cancer du côlon, définitivement, ça devrait être présenté. Alors, initialement, ces tumor boards-là, ces réunions-là, il y a 15 ans, hein, au début, on avait un peu de discussion, puis des fois, tu sais, onco, chirurgie, ils étaient pas nécessairement dans le même parcours, mais aujourd'hui, en 2022, tout le monde est là et l'emphase est sur le patient et on a tellement de données maintenant que c'est complexe. C'est complexe pour l'oncologue de suivre nos parcours chirurgicaux et la progression et c'est difficile pour les chirurgiens de suivre la radiothérapie, les nouveautés. Alors c'est essentiel qu'on soit tous ensemble et que tout le monde apporte notre propre expertise pour pouvoir, pour avoir un patient comme Dan qui a eu les bienfaits des différents traitements et le voici ici, 4 ans, 3 ans plus tard et il va super bien et il y avait différentes sortes de traitements. Alors, alors oui, ça change des vies. Alors, je pense que ça doit être connu de tous les patients et que vous soyez dans un petit hôpital ou dans un hôpital universitaire, je veux dire, vous devriez avoir accès à une discussion de votre cas dans un tumor board. Anne-Marie, je veux pas vous interrompre, mais je pense que c'est un point critique. Alors, comment un nouveau patient qui rentre, comment est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils devraient demander? C'est quoi les questions qu'ils devraient poser? Et je pense que, comme j'ai dit, peut-être qu'il y en a qui en ont pas besoin, mais ils peuvent très facilement demander à la première personne, quand ils reçoivent le diagnostic d'un cancer colorectal, c'est juste demander, OK, je suis ici avec vous et, et j'ai entendu parler d'une approche multidisciplinaire, alors est-ce que mon cas va être discuté? Et la réponse va être probablement oui, mais si c'est non, c'est OK, pourquoi pas? Comme j'ai mentionné, un stade 1, stade 2 n'a pas nécessairement besoin d'être discuté avant la chirurgie, mais, mais
tout le monde ici sont très familiers. Et oui, on est tous dans des universités, mais on est liés à des plus petits hôpitaux et avec la technologie, on se connecte avec des hôpitaux provinciaux et souvent, pour des cas plus complexes, eux vont pouvoir présenter leur cas et avoir un traitement optimal. Anne-Marie, est-ce qu'il y a des derniers commentaires à ajouter à Dr. Richard sur ce point très important-là? Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques que d'autres voient dans leur centre qu'ils aimeraient partager? Parle ensemble. Allez-y. Je pense que le cancer colorectal, je pense que le CCC, en fait, a grandi et de donner de l'information aux patients sur quoi s'attendre quand ils ont un cancer colorectal pour avoir accès à un tumor board, à une équipe ou une opinion multidisciplinaire. Puis je pense que votre rôle, c'est là de donner les options aux patients. Puis je pense que c'est ça que je dirais, oui. Merci. Docteur Berry, je pense que vous alliez dire quelque chose. Je voulais juste dire que la chose clé, c'est de comprendre que le multidisciplinaire est clé. Alors, j'ai travaillé dans une clinique où le chirurgien, le radio-oncologue était juste là, mais je travaille aussi dans une région où il y a plusieurs hôpitaux qui nous appellent et je pense que le point de la technologie qui avance, tu sais, tous les patients dans la région, euh, qui est 500 000 personnes dans un immense territoire géographique, vont être montrés dans un tumor board. Alors, la chose clé, c'est qu'on peut s'assurer que, que la tumeur est évaluée par une équipe expérimentée. Et la technologie nous a vraiment permis à aider l'approche multidisciplinaire. Anne-Marie, merci beaucoup. Et je savais que 50 minutes serait trop vite. Puis je pense qu'on pourrait continuer pendant un autre 50 minutes d'exploration, mais on peut vraiment dire on est vraiment reconnaissant de l'expertise que vous avez apportée au panel. Et vraiment, ce qu'on doit en retirer, c'est vraiment que la science progresse tellement rapidement que les traitements individuels pour des individus, c'est plus que la norme maintenant. Et en tant que patient qui rentre dans un nouveau traitement, donc comprendre que une approche multidisciplinaire est bénéficielle pour vous et de poser les bonnes questions en termes de ce qui est bon pour soi et vraiment recevoir le meilleur. Et Dan, est-ce que tu aurais une dernière pensée là-dessus? Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que d'une perspective patient, avoir la confiance en le médecin, c'est énorme. Moi, j'ai passé à travers un processus où c'était très difficile de mettre au défi, tu sais, bon, j'étais jeune, mais je suis très reconnaissant. Euh, Tu sais, les moments avec les médecins, les équipes, les chirurgiens que j'ai eus, les spécialistes qui étaient là, tu sais, même juste les thérapeutes dans mon hôpital. Alors, je pense que c'est vrai que l'équipe au complet, puis cet aspect-là, c'est tellement énorme. Puis je pense que juste d'une perspective patient, juste faire confiance et utiliser le réseau, peu importe que c'est, tu sais, et aussi des organisations comme le CCC, pour moi, c'est vraiment les amis, la famille, et ça, c'est tous mes piliers, définitivement. Anne-Marie, une belle façon de terminer et de passer aux questions qui viennent du public à ce moment-ci. Merci tout le monde.
Oui, alors, bienvenue à tout le monde pour la session questions. Pendant qu'on parlait, la quantité de questions est quand même impressionnante. Alors, on a quelque chose de super sur la plateforme qui, en fait, met un score sur le nombre de personnes qui est intéressées. Alors, on va les poser dans cet ordre-là. Dans plusieurs cas, il n'y a pas euh, une personne spécifique à qui on pose la question. Alors, si vous pouvez, je dirige la question et on va commencer là. La première question, c'est est-ce que c'est commun pour les polypes qui ont été retirés de se rendre chez le pathologiste où il n'y a pas d'évidence de maladie? Pour les patients où il n'y a pas de signe de maladie post-traitement. Docteur Richard? Oui, alors peut-être que je peux répondre et peut-être que notre pathologiste voudra ajouter quelque chose. Alors, tous les patients qui ont été traités pour un cancer colorectal vont avoir des colonoscopies. Et quand on trouve des polypes, et jusqu'à 30 à 40% vont avoir des nouvelles polypes. Et ça, c'est la raison principale pourquoi on fait la colonoscopie. Alors, c'est de retirer les polypes avant qu'ils deviennent un cancer. Alors, quand on retire un polype, toujours, c'est envoyé toujours n'importe quoi qu'un chirurgien retire doit être envoyé à notre ami le pathologiste. Alors, tout va être envoyé à la pathologie. Merci. Docteur Sheffield, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je suis parfaitement d'accord. Tout ce qui est retiré d'un patient à l'intérieur d'un hôpital devrait aller au pathologiste. Et dans cette partie du monde, c'est que chaque polype qui est retiré d'une colonoscopie va être évalué par un patho. Euh, S'il n'y a pas de signe de maladie, en fait, c'est le bateau qui va regarder de l'excision sous le microscope. C'est après ce moment-là qu'eux vont déclarer qu'il n'y a pas de maladie. C'est même pas une maladie qu'on peut trouver par examination au CT, mais en fait, la vraie façon de savoir qu'on n'a pas de signe de maladie, c'est de passer avec un microscope qui n'a même pas une cellule cancéreuse. Super, merci beaucoup. La prochaine question, c'est comment est-ce que moi, je peux accéder à un profilage génétique complet? Comment accéder au profilage? Peut-être que je peux répondre à ça. Encore, je pense que pour commencer, faut définir un profilage complet. Beaucoup de tests qu'on reçoit dès le début peut être un peu moins que complet. Alors, si par exemple des tests génétiques uniques pour trois gènes, donc KRAS, MRAS et BRAF, sont très courants dans plusieurs juridictions pour le cancer colorectal. Alors, de dire que quelque chose est complet, ça inclurait plusieurs choses comme l'amplification, puis on verrait ça pour le HER2, mais aussi les fusions de gènes qu'on pourrait voir pour certaines choses comme le NTRK. Alors, du profilage complet, c'est pas toujours le standard de soins, mais c'est disponible dans certains endroits. Si vous allez sur Google, vous pouvez trouver plusieurs entités privées à travers le monde qui veulent vous faire payer pour des profilages complets. Ça, c'est quelque chose qui est optionnel pour moi en tant que patient, mais ma recommandation, c'est de discuter avec l'oncologue. Ça, c'est vraiment la première étape pour avoir un profilage complet. Ils sont là pour vous aider à vous guider, pour vous assurer que vous prenez les meilleures décisions parce que souvent, on peut avoir de la toxicité financière en essayant de faire ça. Merci. J'aimerais rajouter à ça aussi, alors, euh, en tant qu'oncologue médicaux, on regarde pour certaines choses, puis on peut diriger nos traitements basés sur certaines choses, mais des fois, ces choses complètes, entre guillemets, euh, montrent d'autres changements qui n'ont rien à voir et qui peuvent causer beaucoup d'anxiété et beaucoup qui est là est juste pas nécessaire.
c'est juste des questions supplémentaires. Alors, j'encouragerais les patients de vraiment discuter avec leur médecin de qu'est-ce qui est nécessaire et faites attention de dépenser de l'argent où vous n'auriez pas besoin de le faire. Merci de. Alors, moi, j'ai eu une expérience personnelle avec un membre de la famille où on a utilisé Google euh, et, et ce qui ressort est très, très, très intense. Et je pense, oui, s'il vous plaît. Alors, une chose à rajouter, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, et je pense que la question que je poserais, c'est comment est-ce qu'on utilise l'information de ça? Si on fait ce genre de test-là, comment on utilise l'information? Alors, je pense que c'est bon de savoir qu'à travers le pays, il y a plusieurs protocoles de recherche qui incluent euh, des, du profilage génomique qui est lié à des essais cliniques et les résultats pour les patients. Et comme le docteur a dit, discuter avec votre oncologue, c'est vraiment critique. C'est incroyable comment 50 minutes a passé vite et 10 minutes de questions-réponses est encore plus rapide avec une très longue liste que je vais suggérer qu'on va poser une question plus au panel et sachez que les questions qu'on ne va pas répondre vont être partagées avec tout le monde et CCC et l'équipe-là va répondre aux gens pour s'assurer que les questions sont répondues. Alors la dernière ici, c'est j'ai seulement eu MSI et rien d'autre. J'ai demandé pour le KERAS sans succès. Comment est-ce qu'on détermine qui est évalué pour d'autres biomarqueurs? Alors, je peux essayer de répondre à ça. Et dans certaines juridictions, comme en Ontario, il y a du test réflexe pour certains patients pour le MSI. Alors, c'est beaucoup plus courant maintenant que tout le monde soit testé pour le MSI. Pour ce qui est des autres profilages comme le KERAS, ça va dépendre beaucoup sur le stade du cancer et c'est quoi la ligne de traitement qu'on accède. Donc, par exemple, si vous n'avez pas eu une tumeur qui est métastatique ou stade 4, le KERAS ne serait pas utile de la thérapie. Alors, je pense que ça revient au point qu'on a fait avant, c'est discuter avec l'oncologue qu'est-ce qui est approprié et pourquoi les résultats sont disponibles, qui sont disponibles, et pour quelque chose comme le KERAS, pourquoi ça pourrait être utile dans votre cas particulier. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter au dernier commentaire? Sinon, alors je vais fermer la session en remerciant Dr. Spratley, Sheffield, Barry, Wong, Richard et naturellement le patient. Dan, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui.